Chers étudiants, étudiantes, chers collègues, chers frères et sœurs d'Afrique et du monde entier, Bonjour Lorenz et Geoblim, maître de conférence en économie internationale et mondialisation à l'Université de Lomé, ancien vice-doyen de la FASEG, ancien boursier McNamara de la Banque mondiale, ancien conseiller économique du Programme des Nations Unies pour le développement, ancien du Bureau international du travail, ancien de Anti-Slavery. Je prends la parole en ce moment pour apporter ma petite contribution au débat africain de l'heure, étant spécialiste du modèle néoclassique, c'est-à-dire du développement durable. Mes propos aujourd'hui vont tourner autour des monnaies africaines, les gains et les pertes de l'appartenance des pays ouest africains ou des pays de l'UEMOA à la zone franc ou à la zone éco, hein, qui va se mettre en place, comme l'ont dit les dirigeants africains. Je vais dans un premier temps, dans l'introduction, rappeler brièvement le contenu de mes vidéos précédentes et montrer l'importance d'une analyse plus fine des conséquences de la mise en œuvre de la zone éco. Je disais dans mes propos précédents que les Africains sont perdus du fait du choc culturel de l'esclavage et de la colonisation. Les Africains, dans leur état actuel, ne peuvent pas mener une réforme économique qui dure, étant toujours dans un état inconscient. Je veux dire par là que les Africains, tels que nous les connaissons aujourd'hui, souffrent de plusieurs maux culturels. Ils parlent des langues étrangères. Ils ont oublié leur propre culture. Nous savons très bien, à partir de l'étude canadienne sur les OGM, que si on administre une culture ou une éducation à un groupe, à un peuple donné, on est en train de modifier le patrimoine génétique de ce peuple pour lui donner un nouveau patrimoine génétique différent de son patrimoine génétique ordinaire. Or, nous savons très bien que les Africains ont subi un violent choc culturel avec l'esclavage et la colonisation. Et le néocolonialisme qui continue jusqu'à nos jours. De sorte que l'Africain peut être défini comme étant un organisme génétiquement modifié. Ce faisant, il ne peut pas réellement définir et mettre en œuvre une politique économique digne de ce nom. Oui, lorsque l'on considère qu'il décide de mettre en œuvre une zone éco définie dans une langue étrangère, on se pose la question de savoir si le mot dollar est emprunté à une autre culture, si l'euro est emprunté à une autre culture, si le yuan est emprunté à une autre langue, si le yen est un mot africain ou un mot japonais. D'où la nécessité de d'abord savoir qui on est, d'où on vient et où on va. Si on ne se pose pas correctement ces questions, nous n'arriverons pas à trouver réellement les problèmes fondamentaux de l'Afrique. Et si nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne saurons pas quels sont nos problèmes et nous ne pourrons pas réellement résoudre nos problèmes, nos difficultés. Voilà, mes propos d'aujourd'hui
vont tourner autour des gains et des pertes de l'appartenance d'un pays ouest-africain ou de l'EMOA à la zone franc CFA ou à la zone de la monnaie unique en devenir. Voilà. Avant d'examiner en détail les gains et les pertes en question, nous allons évoquer la situation actuelle. Nous savons que l'Afrique de l'Ouest est caractérisée par un géant, le Nigeria, dont la population représente la moitié de la population ouest-africaine. La première économie d'Afrique. Et ce faisant, les pays frontaliers, les pays de la zone UEMOA frontaliers du Nigeria sont de trois types. Les pays qui sont excédentaires vis-à-vis du Nigeria et les pays qui sont déficitaires vis-à-vis du Nigeria. Voilà. Nous allons prendre le cas béninois, le cas nigérien et le cas du Cameroun, qui sont tous des pays qui utilisent la monnaie CFA, soit d'Afrique de l'Ouest, soit d'Afrique centrale pour le Cameroun. Voilà. Nous rappelons que la demande de monnaie CFA par le Nigeria répond généralement à deux grands motifs. Premièrement, le franc CFA est une monnaie refuge pour le Nigeria. Le Nigérian demande la monnaie franc CFA pour se prémunir contre les risques de change, contre le risque de voir la valeur de sa monnaie diminuer, étant donné que la monnaie franc CFA est considérée comme une monnaie internationale et convertible, alors que le naira n'est pas une monnaie convertible, est fondée sur ce qu'on appelle les caisses d'émission ou en anglais les currency boards. Rappelons que dans les currency boards ou caisses d'émission, pour créer une unité de monnaie nationale, vous devez disposer d'une unité de monnaie étrangère. Et ce faisant, la création de monnaie n'a plus les trois prérogatives, c'est-à-dire les trois contreparties de la création monétaire, à savoir crédit à l'économie, créance sur l'étranger, créance sur le trésor public. Bien sûr, dans ces zones, il y a effectivement des crédits locaux, des crédits des banques commerciales, il y a aussi des avances de la Banque centrale au Trésor, mais tout cela est limité par la possibilité du pays de gagner des devises à l'étranger. Pour ce qui concerne la zone franc, ces pays, quand bien même ils disposent de la possibilité de créer la monnaie par les crédits à l'économie, de créer la monnaie par une avance au trésor public ou de créer la monnaie par des créances sur l'étranger, là également, les pays sont limités par des règles précises érigées lors de la création de la zone franc. Voilà, les trois cas de figure. Pour le Bénin, nous savons que les Nigérians demandent essentiellement le franc CFA, soit pour spéculer, soit en tant que monnaie refuge, soit pour épargner. Donc, essentiellement, la monnaie pour des transactions limitées, la monnaie pour la spéculation, la monnaie pour réserve de change, la monnaie pour les précautions, et donc le franc CFA est d'abord une monnaie refuge pour les Nigériens. Et donc, la principale fonction de la monnaie, intermédiaire des échanges, n'est pas clairement utilisée par les Nigériens. Ils achètent donc le franc CFA, surtout sur le marché parallèle, parce que le taux du marché
noir est beaucoup plus faible que le taux du marché officiel. Donc sur le marché noir, le marché parallèle, le taux de change, un naira vaut 470 dollars, alors que sur le marché officiel de la Banque du Nigeria, on échange un naira contre 379 dollars. Ce qui fait que cette différence de change très importante fait que le marché noir se développe et permet des échanges avec les pays frontaliers. Donc nous rappelons donc que le Bénin est fortement excédentaire sur le plan commercial avec le Nigeria, parce que le Bénin achète des produits manufacturés en Europe et les revend au Nigeria, alors que le Nigeria vend des produits céréaliers et des produits venant de la Chine, essentiellement des pays asiatiques, aux pays frontaliers, en l'occurrence le Bénin. Le Nigeria n'ayant pas la possibilité vraiment d'acheter des produits européens, la monnaie CFA, la monnaie Naira n'étant pas internationalement convertible. Donc, ce faisant, nous avons le Nigeria a ce problème-là, et donc il y a ce faisant, le Bénin est fortement excédentaire avec le Nigeria. Si nous prenons le cas nigérien où les échanges se font les échanges frontaliers se font à Zender et à Maradi, on constate que le Niger est fortement déficitaire vis-à-vis du Nigeria, étant donné sa faiblesse par rapport à la faiblesse de son industrie. Le Niger ne vend pratiquement que les produits importés d'Europe au Nigeria. Voilà. Alors que le Nigeria vend les produits venant de la Chine et des autres pays asiatiques au Niger. Donc, ce faisant, le Niger est fortement déficitaire vis-à-vis du Nigeria. Quant au Cameroun, là, les Nigérians demandent les francs CFA, ils vendent des produits venant d'Asie au Cameroun et leur achètent des produits venant d'Europe, mais essentiellement le Nigeria va gagner des francs CFA au Cameroun pour venir acheter des biens venant d'Europe au niveau du Bénin, étant donné la différence de prix. Voilà. Donc, finalement, nous nous rendons compte que le franc CFA joue un rôle de monnaie refuge pour les Nigériens. Maintenant, nous allons, ce contexte étant planté, nous allons maintenant tenter de voir quels sont les gains et les pertes de l'appartenance des pays de la zone EUMOA à la zone franc ouest africaine dans un premier temps, et ensuite nous verrons quelles seraient les conséquences, les gains et les pertes de l'appartenance des pays ouest africains à la nouvelle zone monétaire en création. Voilà. Donc pour cela, nous allons considérer le graphique suivant. Le graphique que nous voyons a en abscisse la masse d'euros en millions d'euros, et en ordonnée, nous avons le taux de change franc CFA par euro. Nous rappelons que le taux de change est le prix d'une monnaie en termes d'une autre. Ici, on a un franc CFA, on a franc CFA par euro. Et en abscisse, nous avons très bien des millions d'euros. Donc, c'est bien le marché des euros dans un pays africain comme le Togo, dans un pays ouest africain comme le Togo. Voilà. Donc, sur ce graphique, nous avons tracé en rouge la cote de demande d'euros et en bleu la cote de demande
la courbe d'offre d'euros. Et là, nous voyons trois taux de change, 655,956 francs par euro, 800 francs par euro, 900 francs par euro. Voilà. Donc, rappelons que tel que le taux de change est défini entre le franc CFA et l'euro, pour la majorité des pays, le franc CFA est une monnaie surévaluée par rapport à l'euro. Et ce faisant, ces pays-là sont déficitaires vis-à-vis de l'Union européenne ou des pays européens. Voilà. Donc, dans ce cas, nous voyons que, par exemple, si un pays comme le Togo a un taux de change réel situé en dessous de 655,956 francs, en ce moment-là, nous constatons que ce pays va vivre une pénurie de devises. Parce que pour avoir suffisamment de devises, votre monnaie doit être soit juste évaluée, soit sous-évaluée. Or, si le Togo a un taux de change en dessous de 655, c'est une monnaie qui va favoriser c'est une monnaie qui va favoriser ses importations et décourager ses exportations et par conséquent, il aura peu de devises. Supposons que la surévaluation du franc CFA togolais ne lui permette que d'importer 30 millions d'euros. En ce moment-là, nous voyons que ces recettes d'exportation sont obtenues en multipliant les 30 par 655,956 francs et donc ce qui est situé sous la courbe d'offre est un coût de production et ce qui est au-dessus représente le surplus de l'exportateur togolais. Maintenant, si l'échange avait été libre, si le taux de change avait été fixé correctement et qu'il était de 800 francs par euro, en ce moment-là, nous aurions, le Togo aurait exporté 50 millions d'euros de marchandises et en ce moment-là, ce qui est situé sous la courbe est toujours le coût de production et le surplus des exportateurs togolais aurait été tout ceci. Maintenant, lorsque le Togo est dans un taux de change fixe avec l'euro, il ne peut exporter que 30 millions et en ce moment-là, si le Togo va, ayant limité quantitativement l'entrée de devises dans le pays par le fait que sa monnaie est surévaluée, je rappelle que quand une monnaie est surévaluée, ça dit que sa valeur, sa vraie valeur est supérieure. Sa valeur courante est supérieure à sa vraie valeur, de sorte que cela décourage ses exportations et encourage ses importations. Donc, comme cela encourage ses importations, ayant gagné 30 millions d'euros de devises étrangères, si le pays ne limite pas quantitativement la sortie des devises, il va subir effectivement un déficit de 20 millions d'euros, c'est-à-dire les 50 moins 30 millions, et il aura un déficit de ce montant-là. Mais si le Togo veut éviter ce déficit, il lui suffit de limiter la sortie des euros. Et donc, ayant gagné les 30 millions d'euros à 655,956 francs, il va les vendre aux enchères concurrentielles. Et ce faisant, les gens, étant donné la rareté de l'euro, les gens sont prêts à acheter un euro à un prix plus élevé, 900 francs, ils vont débourser 900 francs pour avoir 1 euro, alors que c'est à 655,956 francs que les Togolais ont obtenu, que le gouvernement de Togo a obtenu ces 30 millions d'euros. En ce moment-là, si la vente aux enchères concurrentielles a permis effectivement de vendre les 30 millions d'euros à 900, en ce moment-là,
le Togo, le gouvernement du Togo va faire un bénéfice parce que 900 moins 655,956 francs représente le surplus, c'est-à-dire le prix, la différence de prix entre le prix de vente et le prix d'achat de 16 euros. Et en ce moment-là, toute cette surface-là reviendrait au gouvernement sous forme de profit, de surplus du gouvernement. Voilà. Maintenant, cela est prélevé sur ce que les consommateurs togolais auraient gagné. En plus de cela, comme nous l'avons dit, les Togolais voulaient normalement exporter 50 millions d'euros et importer, importer les biens au même prix, c'est-à-dire 800 millions, et en ce moment-là, leur surplus aurait été ceci. Et donc, cette petite surface-là, en plus d'avoir perdu ceci, les exportateurs, en plus d'avoir perdu ceci, vont perdre ceci parce qu'ils ne peuvent pas exporter les 20 millions supplémentaires. Voilà. Pour les consommateurs, eux, ils auraient voulu acheter cette quantité-là pour acheter des biens, cette quantité d'euros pour pouvoir acheter des biens en Europe. Mais il n'y a que 30 millions d'euros. Et ce faisant, eux aussi, ils vont perdre la surface là. Les consommateurs togolais vont perdre la surface entre la courbe de demande en rouge et la droite des prix là, et ceci. Donc, ce surplus-là va être perdu par les consommateurs togolais. En plus de cela, les consommateurs togolais perdent cette surface-là due au fait que le gouvernement a vendu aux enchères concurrentielles les 30 millions d'euros qu'il a gagnés en Europe. En ce moment-là, on constate qu'il y a une double diminution du bien-être des Togolais de cette partie-là que le gouvernement détient, mais qui pourrait être utilisé pour les grands travaux, pour autre chose. Mais la surface de ce triangle isocèle est une perte définitive, une perte sèche que ni l'Europe ni le Togo ne gagnera. Et c'est un élément d'inefficacité qui n'aurait pas existé si le franc CFA n'avait pas été surévalué. Voilà, il en est de même pour tous les pays qui ont une monnaie surévaluée par rapport à l'euro, tels que le Bénin, le Niger, le Burkina Faso, et ainsi de suite. Voilà, donc il y a effectivement un coût de l'appartenance des pays au moins à la zone franc ouest-africaine qui peut être évaluée à toute cette surface, la surface de ce rectangle plus la surface de ce triangle isocèle. Et donc voilà ce que les Togolais perdent depuis toujours, depuis 1944 jusqu'à nos jours, c'est ce que les Togolais ont toujours perdu. Donc, si nous voulons chercher d'où vient notre malaise, nous pouvons facilement nous dire que cela est dû au fait que nous appartenons à la zone franc où notre monnaie est surévaluée. Mais cette surévaluation n'est pas spécifique uniquement à la zone franc. Même dans l'Union européenne, des pays comme la Grèce, qui ont une monnaie surévaluée par rapport aux autres pays, ou au dollar, ou dont le taux de change est plus élevé que celui de l'Allemagne, par exemple, qui a une monnaie sous-évaluée. Et la Grèce subit les mêmes conséquences pour avoir appartenu à une zone euro trop forte pour elle. Et donc, depuis 1999, les pays européens dont la monnaie est surévaluée vont subir ces conséquences-là. Voilà. Maintenant, nous allons voir ce qui se passerait si les pays de la CEDEAO adoptaient une monnaie unique, comme l'ECO ou comme nous le proposerons. Nous savons que l'ECO n'est pas un nom africain, il faut le rejeter. Le jour que les Africains vont le rejeter, nous saurons qu'ils ont cessé de devenir des OGM. Parce qu'il n'est pas question d'utiliser un nom, un mot étranger. ECO est un diminutif de ECOWAS, et donc, tant que les Africains conserveront le mot ECO, sachant qu'ils sont toujours des OGM. Voilà. Maintenant,
Euh, si le- effectivement la monnaie éco ou n'importe quel nom était donné, était créé, et quelles seraient les conséquences? Quelles seraient les conséquences sur les économies ouest-africaines? Premièrement, il faut savoir que les économies les plus dynamiques sont les économies qui tireront le plus de gains après la formation de cette nouvelle zone monétaire. Par exemple, le Nigeria va capter la plupart des échanges avec l'Europe, alors que les pays comme le Bénin, le Cameroun, le Niger, tous les pays frontaliers, y compris d'autres pays de l'UEMOA, achetaient des biens en Europe pour les revendre au Nigeria, il faut savoir que cela va cesser immédiatement, ce qui va entraîner une perte de vitalité des ports comme le port autonome de Lomé, le port de Cotonou, le port d'Abidjan, et ainsi de suite. Donc, ces ports vont avoir un fort manque à gagner lorsque l'éco sera institué. Ensuite, nous voyons que des pays comme le, le Bénin, le Togo, le Cameroun seront immédiatement déficitaires vis-à-vis du Nigeria. Parce que le Nigeria aura la même monnaie que les Togolais, les Béninois, et donc pourront acheter directement des biens en Europe et en Asie, ayant maintenant une monnaie totalement convertible. En ce moment-là, le port de Lagos aura un regain d'activité et donc l'économie nigériane va croître rapidement, de même que l'économie des autres pays comme celle du Ghana, du Libéria, ainsi de suite. Voilà, donc il est important de savoir qu'il y aura un violent choc économique avec la mise un violent choc économique tant positif pour le Nigeria et négatif pour les pays de l'UEMOA. Parce que le reste des pays de l'UEMOA, le reste des pays, les pays actuels de l'UEMOA, n'ayant pas une industrie puissante pour pouvoir vendre des biens au Nigeria, le Nigeria va supplanter les pays qui avaient le franc CFA comme monnaie. Parce que le franc CFA ne sera plus monnaie refuge, ce sera la monnaie de tout le monde. Et le Nigeria va jouir totalement non seulement euh, de, du fait qu'il n'a plus la contrainte des currency boards, et ensuite parce que son dynamisme économique lui permettra d'augmenter sa part de marché des importations en Europe et aussi le regain de développement industriel qui lui permettra de surclasser les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Maintenant, nous allons tenter d'examiner euh, les critères qui président à la mise en œuvre d'une monnaie unique. Donc, en économie, euh, pour décider de créer une zone monétaire pour un ensemble de pays, il y a des critères bien précis. Jusqu'à présent, les critères qui sont évoqués par les intervenants sont des critères non économiques. Par exemple, ils parlent de la CEDEAO. La CEDEAO ou la géographie, l'appartenance à l'Afrique de l'Ouest n'a jamais été un critère d'optimalité. Nous rappelons que 15, en 1944, lorsque on voulait mettre en place le système monétaire international, avait proposé une monnaie unique pour l'ensemble du globe, alors que le plan White proposait que les 29 monnaies des banques centrales européennes soient reliées au dollar et seul le dollar soit relié à l'or, pas de taux de change fixe, ce qui permettait au dollar de jouer, de devenir rapidement de l'or. Parce que pour obtenir de l'or, il fallait avoir d'abord, pour obtenir de l'or, il fallait avoir des dollars avant d'obtenir de l'or. Seule la Banque centrale américaine était en mesure de convertir toute sa masse monétaire en or, étant donné que les autres pays étaient ravagés par la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc, même déjà en 1944, John Maynard Keynes voulait une monnaie unique pour le monde entier. Donc, pourquoi les pays africains voudraient-ils avoir une monnaie unique uniquement pour l'Afrique de l'Ouest?
Alors que même au niveau de l'Union européenne, la zone n'a pas été limitée. Tout pays européen qui remplit les conditions peut avoir l'euro comme monnaie. Et donc, si les pays africains veulent suivre l'histoire monétaire du monde, ils doivent dans un premier temps définir des zones cibles de Williamson, c'est-à-dire les zones de semi-flexibilité, et ensuite avoir une flexibilité totale. Et en ce moment, il ne faudra pas limiter l'entrée dans la nouvelle zone monétaire, puisque tout pays qui remplit les conditions ne peut que favoriser le fonctionnement de cette zone monétaire. Seuls les pays qui ne remplissent pas les conditions peuvent créer des problèmes aux pays appartenant à cette zone monétaire. Voilà, donc la géographie, l'histoire, le fait que les pays africains se soient regroupés pour créer la zone UMOA n'a aucune valeur scientifique. L'histoire n'a jamais été l'appartenance, le fait d'avoir été colonisé par la France n'est pas un critère d'optimalité pour que les pays africains de la zone de l'UMOA créent une zone monétaire. Donc, c'est encore plus limité et ce n'est pas raisonnable. Donc, les critères d'optimalité en économie, c'est d'abord ce que Maquinon a appelé le degré d'ouverture mutuelle. Nous allons voir ensuite Kenen a lui dit que les pays qui ont des salaires flexibles et une mobilité parfaite des capitaux peuvent appartenir à une zone monétaire, peuvent avoir une monnaie unique. D'autres Corden va évoquer la solidarité budgétaire, ainsi de suite. Et donc, il y a ce qu'on appelle les chocs d'asymétrie, l'occurrence de chocs d'asymétrie. Donc, nous verrons ces deux critères-là, le critère de degré d'ouverture mutuelle et le degré d'occurrence de chocs asymétriques, pour montrer quels sont les critères que les pays doivent respecter s'ils veulent avoir une monnaie unique. Alors, considérons d'abord le critère de Maquinon. Si on devrait interroger Maquinon sur le degré, sur la formation d'une zone éco ou d'une zone franc CFA, il dirait non, catégoriquement non, parce que pour lui, pour qu'un ensemble de pays ait une monnaie commune, ils doivent être caractérisés par une interdépendance étroite. Donc, on parle d'interdépendance pour indiquer que ce qui se passe dans un pays a des répercussions immédiates dans l'autre pays, que lorsque, par exemple, un pays comme le Nigeria met en œuvre une politique monétaire, il y a des répercussions sur la Côte d'Ivoire, sur le Ghana, sur le Togo, ou que c'est ce qu'on appelle interdépendance locomotive. Il y a interdépendance de choc. Quand, par exemple, il y a un choc macroéconomique dans un pays, il y a des répercussions immédiates dans d'autres pays. C'est ce qu'on appelle interdépendance de choc. Il y a aussi les interdépendances structurelles qui sont liées aux structures de production, aux structures de consommation. Si les pays n'ont pas ces caractéristiques-là, c'est inutile de décider d'avoir une monnaie commune parce que les coûts seront supérieurs aux gains de la formation d'une union monétaire. Donc nous allons voir le degré d'ouverture mutuelle est défini comme étant égal aux exportations du pays 1 vers le pays 2, plus les exportations du pays 2 vers le pays 1, divisé par leur richesse, c'est-à-dire le PIB des deux pays, la somme des PIB des deux pays. Donc, lorsque nous faisons ce petit calcul-là, les exportations réciproques des deux pays divisées par la somme de leur PIB, nous voyons que le degré d'ouverture du Bénin vers le Burkina Faso en 1989 est de 0%. Le degré d'ouverture du Bénin vers la Côte d'Ivoire est de 0%. Le degré d'ouverture du Bénin vers le Niger est de 0%. Partout, c'est 0% en 1989. Donc, pour Maquinon, c'est un non-sens d'avoir une monnaie commune entre ces pays puisqu'ils sont totalement fermés les uns vis-à-vis des autres. Et donc, en prenant les coupes de pays, Maquinon ne conseillerait pas la formation d'une monnaie unique entre ces pays-là. Allons-y en 1995, après la dévaluation. Donc, nous voyons que le degré d'ouverture mutuelle est resté
au niveau de 0% pour tous les pays. Il n'y a pas un seul pays où le degré d'ouverture commence à se lever. C'est toujours la même chose, même après la dévaluation. Seul entre la Côte d'Ivoire et le Mali, on atteint 2% de taux d'ouverture. Allons en 2002. Le taux d'ouverture est toujours de 0% entre les pays membres, soit de l'UEMOA, soit de la CEDEAO. Donc ces pays-là n'ont pas d'échange entre eux. Ce qu'ils échangent, c'est très infime, c'est négligeable. Et donc, on ne peut pas se fonder sur ces critères-là pour avoir une monnaie commune. Donc, si on crée une monnaie commune, ce serait un non-événement où cela engendrerait des coûts d'inefficacité au niveau des coûts de production, et ainsi de suite. Et donc, ce serait des manques à gagner pour ces pays-là du point de vue du critère de Mackillop. Maintenant, si on considère ce qu'on appelle l'occurrence de chocs asymétriques, là, on divise seulement le PIB d'un pays par le PIB de l'autre pays, on prend le logarithme, et si c'est élevé, alors les pays, lorsqu'il y a un choc économique dans un pays, l'autre pays va ressentir ce choc. Et c'est ce qui est favorable à une monnaie commune, parce que si cela n'est pas le cas, les pays ne gagneront rien à la formation d'une zone monétaire unique. Voilà, donc nous allons voir si ce critère-là est respecté par les pays de l'UEMOA ou de l'Afrique de l'Ouest. Là aussi, nous voyons que le taux de l'occurrence de chocs asymétriques entre le Bénin et le Burkina Faso est de 0,041 en 1989-90. Il est de 0,055 en 1994-95. Il est de 0,43 en 2001 et jusqu'à nos jours, le taux d'occurrence de chocs asymétriques est très faible. Et donc, ces pays ne sont pas normalement candidats à une zone monétaire unique. Ils ne subiraient que des pertes lorsqu'ils formeraient une zone monétaire unique, soit en ayant une monnaie commune. Rappelons que dans une zone monétaire optimale, les pays peuvent avoir leur propre monnaie, mais ces monnaies seraient reliées par des taux de change fixes, ou peuvent avoir des zones de semi-flexibilité, ou peuvent même avoir, ce qui est interdit, ce sont les taux de change flexibles. Ils peuvent avoir une monnaie unique, ils peuvent avoir une monnaie commune, comme le cas de l'ECU dans les pays de la CE dans le temps, où ils peuvent avoir des taux de change fixes entre leurs monnaies. Voilà, mais donc dans ce cas-là, nous pourrons dire que les pays de l'UEMOA ou de la CEDEAO ne remplissent aucune condition pour avoir une monnaie unique. Les coûts seraient supérieurs aux gains. Voilà. Donc la décision de créer soit le MOA ou la zone franc ouest africaine ou la zone franc de l'Afrique centrale, les décisions sont fondées uniquement sur des critères politiques. Donc, si nous regardons bien, notre malheur est lié au fait de l'inefficience économique imputable à des taux de change inappropriés. Voilà. Donc finalement, à partir de ces critères, donc on peut évoquer aussi d'autres critères comme le niveau d'inflation. Si deux pays comme le Togo et le Bénin sont caractérisés l'un par l'inflation, l'autre par le chômage, ils ne peuvent pas avoir une monnaie unique. Parce que lorsque un pays voudrait résoudre son problème de chômage, ça aggrave l'inflation dans l'autre, et ainsi de suite, parce qu'il va avoir une politique budgétaire ou monétaire expansionniste au Bénin pour résoudre le problème de chômage, alors que le Togo aurait besoin d'une politique déflationniste, c'est-à-dire réduire la demande globale afin de réduire le niveau général des prix. Donc, ce faisant, les deux pays ne sont pas candidats à une même zone monétaire, à une monnaie unique. Voilà, donc, des critères. Les taux de croissance doivent être synchrones. D'autres critères comme la solidarité budgétaire, tels que donc,
l'organisation du marché du travail, la flexibilité des taux de salaire, ainsi de suite. Tous ces critères doivent être étudiés minutieusement avant de prendre la décision d'avoir une monnaie commune pour l'ensemble de l'Europe, pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, parce que les conséquences peuvent être sévères. Mais étant donné que ces pays ne produisent pas grand-chose, euh, le plus important n'est même pas la création monnaie commune. La création d'une monnaie commune va faciliter seulement les échanges entre les échanges de personnes et non les échanges de biens. Donc, cela va faciliter les voyages, ainsi de suite, et c'est pratiquement cela l'avantage. Donc, rappelons que les pays de l'Europe n'ont eu une monnaie unique qu'en 1999. Vous voyez, depuis la première révolution industrielle jusqu'à la deuxième révolution, qui est la consommation de masse, et la troisième révolution électronique et autres, ils n'ont jugé bon d'avoir une monnaie unique qu'en 1999. Et nous autres, parce que nous voulons imiter l'Europe, nous voulons avoir une monnaie unique tout de suite. Comme l'Europe a créé l'Union européenne, nous aussi on a créé l'Union africaine, comme si nous avions les mêmes caractéristiques économiques. En réalité, les caractéristiques politiques n'ont rien à voir avec les caractéristiques économiques qui président à la formation d'une monnaie unique. Donc, si nous voulons mettre la charrue avant les bœufs, nous allons le payer cher en termes de niveau de vie, en termes les conséquences sociales sont énormes. Au lieu de nous concentrer sur l'augmentation de la productivité de nos facteurs de production, nous voulons aller ailleurs. Donc, en réalité, ce qui devrait être fait aujourd'hui, c'est d'améliorer le système éducatif qui est le principal responsable de la production. Créons une industrie robuste et on verra ensuite ce qu'il adviendra. Donc, en réalité, le débat sur la monnaie actuellement est un faux débat, c'est purement un débat politique. Donc, il faut se concentrer sur le développement industriel et ensuite, lorsqu'on aura produit suffisamment et qu'on aurait de fortes interdépendances entre les économies africaines, en ce moment-là, on peut envisager une monnaie commune, une monnaie unique ou des taux de change fixes. Voilà ce que nous voulions dire sur le débat actuel. Peut-être ces choses pourront servir. Nous devons distribuer, partager ces vidéos-là afin que le plus grand nombre soit au courant, afin que l'opinion soit bien avisée, afin que nous soyons prêts réellement à réagir convenablement lorsque l'on veut créer des choses qui vont être un danger pour la vie des populations. Il est très important de partager, de s'abonner et d'avoir toutes les vidéos qui vont venir parce que nous allons continuer à vous informer et à vous montrer quels sont les gains et les pertes de chaque décision monétaire ou économique qui serait prise. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet. Je vous remercie.